Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conjuguer les plaisirs, l'émission littéraire dans laquelle nous vous donnons une dictée et bien entendu la présentation d'un texte ainsi que d'un haïku. Je suis avec Clémence. Bonjour Clémence. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est toi qui va nous présenter le texte que tu as choisi et qui va nous faire la dictée. Exactement. Quel texte as-tu choisi ? Je vais le lire juste après. C'est pour donner un petit indice et vous faire patienter un poème cette fois-ci. L'émission va donc prendre une forme un tout petit peu différente, ainsi que la dictée, mais je suis sûre que vous allez vous y faire. Oh oui, j'en suis sûre également. C'est un très très beau poème qui vous attend dans quelques minutes. Préparez-vous, vous êtes bien, on est ensemble dans Conjuguer les plaisirs, épisode 5. Exactement. Bienvenue à vous. Clémence vous présente la dictée, je vous donne donc le haïku, le voici. L'aube se lève, éclaircissons nos regards, direction Vénus. L'aube se lève, éclaircissons nos regards, direction Vénus. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Un poème donc aujourd'hui, Clémence. Oui, mais avant ça, quel beau haïku. C'est vrai, tu trouves ? Oui, tu me l'avais pas lu avant pour une fois. Ah oui, c'est vrai, tu as été en même temps que les auditeurs, tu l'as découvert. Exactement, magnifique. Et je l'ai écrit en sachant quel était le poème. Donc c'est le poème qui m'a inspiré en fait. Que je vais vous lire tout de suite. Vas-y. Il s'agit donc d'un poème de Arthur Rimbaud. C'est Arthur Rimbaud et ce poème Sensation qui me suivent depuis des années que je suis ravie de lire aujourd'hui. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Merci pour le choix et la lecture. Et c'est avec ce court poème de 2 quatrains que Rimbaud commence, alors qu'il n'a pas encore 16 ans, ses premiers exercices de poésie. Il a 16 ans quand il écrit ça ? Même pas encore. C'est à l'occasion d'une rencontre avec un professeur de littérature qui s'intéresse à la poésie et qui voit que Rimbaud aurait potentiellement des facultés à écrire quelques poèmes. C'est cette rencontre qui fait que Rimbaud se dit tiens, écrivons ça. Il sort ça comme ça, vraiment. Pour lui, c'est un exercice de style, ce poème. Est-ce que c'est ce professeur qui le raille ensuite dans Une saison en enfer ? Non. Aucune idée. J'ai souvenir, dans le début d'Une saison en enfer, il s'adresse à un professeur qui l'aurait suivi et en disant, alors j'ai plus du tout les vers en tête, mais c'est votre poésie, il raille un petit peu sa poésie, sa manière d'aborder la poésie et il dit, je vais vous proposer quelque chose de nouveau, de bouleversant, etc. J'ai pas le nom de ce professeur, je me souviens pas exactement. C'était son professeur de littérature, mais je ne sais pas s'il l'a suivi un long moment ou pas. Ok. Isambert, c'est pas ça le nom ? Alors là, je pourrais pas te dire. Professeur Isambert. Je sais pas. Bref. Ça sonne bien. Ouais, on fera nos recherches. Donc voilà, c'est un adolescent à l'époque et comme tout adolescent, il déploie et découvre d'infinies sensations, comme la quête d'un premier amour, le bonheur dans la nature, les promenades romantiques. La référence spatio-temporelle du premier vers évoque justement des paysages idylliques, comme souvent en rêvent les adolescents. Des ciels bleus d'été, de romances amoureuses, des paysages sauvages, déserts.
C'est une fugue surtout qu'il semble annoncer par ce poème. Et si on connaît un peu la biographie d'Arthur Rimbaud, nous savons qu'il a fugué de nombreuses fois dans sa vie, à différents âges. Une fugue donc qui semble montrer un profond désir de partir en cavale et d'explorer les mondes. Les mondes, ceux qui l'entourent et ceux qui le construisent intérieurement aussi. Une fuite en avant, physique, mais aussi émotionnelle ou psychologique. Lorsqu'il dit « je ne parlerai pas, je ne penserai rien », c'est comme une promesse d'une sérénité absolue, d'un calme naturel qui le ferait sentir plus vivant que jamais. C'est un peu cette sensation aussi que j'ai en lisant ce poème. C'est une vie libérée de tout. Et justement, cette liberté, elle suppose un espace affranchi de toutes les limites qui pourraient être imposées. Et le vagabondage, c'est bien ça. C'est cette idée de partir sans que rien ne nous retienne et de pouvoir aller loin de tous les chemins qui sont traditionnellement fréquentés, loin des routes déjà foulées par d'autres personnes. Ce jeune bohémien semble condamné à l'exil et à une errance sans fin dans cette nature qui semble accueillante. On reviendra sur cette nature, justement. Cette nature donc qu'il traverse, parcourt dans tous les sens. Et je mets sur ce mot « sens » plusieurs sens. Les sens physiques et les sens... voilà, encore une fois, il peut aller partout. Il donne cette impression qu'il ira où le vent le mène, justement, ce vent qui lui baigne la tête. Il n'y a que ça pour le porter. Donc, c'est un grand élan de liberté. Ça nous fait d'ailleurs penser à l'expression qui est, même à l'étiquette qui est posée sur Arthur Rimbaud de poète maudit. Si vous avez déjà entendu ce terme, je ne sais pas Fabien si ça te dit quelque chose. Oui, enfin poète maudit, pour moi c'est toute une période presque oui. Avec Rimbaud, Baudelaire, Verlaine. Oui. Justement, c'est Verlaine qui a écrit pour la première fois cette formule de poète maudit en 1883. C'était le titre d'une série de brefs essais qu'il a publiés après en 1888. Ce terme de poète maudit, c'est une expression qui témoigne d'un statut marginal de certains poètes qui, aspirant à l'absolu, comme on peut dire, seraient en fait condamnés à subir une incapacité à s'adapter à la société et même plus généralement à la réalité. C'est une incapacité à se confronter au réel et aux règles et aux devoirs qu'on devrait avoir en société. Après, avec la philosophie pessimiste de Schopenhauer, ça a pris une image encore plus violente et fatale, ce terme de poète maudit. Et c'est peut-être de ça dont vous laisse libérer Rimbaud, ou en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, puisque à la seconde moitié du XIXe siècle, le philosophe Schopenhauer proposera une image très sombre d'un être humain amoral, dominé par des pulsions internes. Et c'est bien comme ça que je vois Rimbaud, c'est-à-dire un poète maudit qui n'est pas seulement victime du décalage avec la société, mais aussi complètement soumis à des désirs internes et intrinsèques à l'homme. Notamment ce désir de liberté, de ne pas faire comme les autres, d'être dans une révolte continue. Ce poème, même s'il semble doux, j'ai envie de dire, à la lecture, finalement, il transmet vraiment cette envie de ne rien faire comme les autres, d'une liberté absolue. Et bon, il n'avait pas encore 16 ans à l'époque, mais on sait que cette recherche d'absolu, de liberté, de s'affranchir de toute règle lui vaudra bien des malheurs à Rimbaud et à d'autres poètes maudits. Tu parlais de Verlaine, par exemple. Ils ont justement eu une liaison assez particulière. Justement, cet idéal qu'il cherche en vain, c'est quand même ce qui va le pousser à créer. C'est poète maudit, pas que Rimbaud, mais ils prennent l'art comme une arme pour essayer justement de se défaire de ce chaos qui les entoure. Voilà. Oui, et de cette lutte intérieure, j'imagine. Mais je trouve c'est très beau et que on sent bien à travers tes mots qu'on a affaire à des personnages d'une singularité hors norme. On est tous plus ou moins singuliers ou communs,
eux, ce sont des singuliers, mais à un niveau extrême où ils veulent tellement s'en détacher, vivre par eux-mêmes, d'eux-mêmes, avec leurs désirs qu'ils ont fondés, fouillé aussi. Je crois que c'est Verlaine qui parle pas mal de la manière dont il va fouiller en lui pour aller chercher des bribes j'allais dire de pierres précieuses, mais de cette difficulté-là à aller puiser en soi certaines choses qui font écho avec l'extérieur. Oui. À part cette liberté, donc on voit qu'exprime parfaitement bien ce jeune adolescent qui était Rimbaud, il y a évidemment cette nature qui semble, alors je savais pas trop, divinisée ou personnifiée. Alors personnifiée puisqu'il dit quand même comme avec une femme, mais presque divinisée dans le sens où ça semble être son seul but, son destin, en fait. Cette nature serait son destin. Il la vénère presque. Il lui fait un poème, en fait. Ce poème Sensation, c'est une ode à la nature. Cette nature, donc, elle semble être la clé d'une béatitude sensorielle. Et elle est aussi associée à l'amour que donnerait une femme. La nature dont parle Rimbaud est sensuelle, réconfortante, imprévisible aussi. Elle picote, il y a le vent, il y a tout un tas de choses qui peuvent le bouleverser, mais encore une fois, ça semble être son seul objectif de vie, son seul désir dans ce poème. Il semble justement s'offrir tout entier à cet amour que l'on peut aussi imaginer maternel et protecteur. On dit parfois mère nature, et je trouve que ça donne cette sensation de... une figure qu'il peut suivre avec confiance, une figure où il ne se sentira pas en danger, en fait, dans cette nature. Ni trahi, c'est ça. Une confiance absolue, comme tu dis. Voilà, il s'y donne tout entier. Il s'y sent bien, heureux, justement, comme il dit. La nature comme seule destinée, rappelant cette incapacité à côtoyer aussi de trop près la société, puisqu'on ne peut pas vivre en société, allons vivre dans la nature. On a tendance parfois, justement, à mettre ces deux mots... comme des oxymores l'un à côté de l'autre. On se dit que la nature, c'est l'inverse de la société, de la civilisation en tout cas. Et donc, ne pouvant vivre en société avec la civilisation, il s'exile dans la nature. La nature aussi comme seule porte vers la liberté, peut-être. Quand je lis ce poème, qui a longtemps été mon fond d'écran de téléphone, je crois que je te l'avais montré à un moment, ma tête s'emplit de bleu. Il y a d'autres poèmes de Rimbaud que j'ai pu lire et apprécier, notamment Le Dormeur du Val, dont mon père m'a souvent parlé. Je crois que c'est un poème que mon père aime beaucoup. Mais celui-ci, Sensation, c'est un véritable coup de cœur littéraire. Plus jeune, j'étais pas trop portée sur la poésie. Je trouvais que c'était très compliqué à comprendre. Et j'ai eu une prof en 4e qui nous a parlé de Rimbaud. Et donc c'est avec elle que j'ai découvert Sensation. Et là, je crois qu'elle a ouvert une porte, justement, quand je parlais de la nature comme porte vers la liberté. Cette prof m'a ouvert une porte sur la poésie, et ce poème est resté dans ma tête depuis. C'est quelque chose qui me fait du bien à lire de temps en temps. Je trouve que ça fait plein de sentiments contradictoires. Ça apaise, ça donne envie de s'affranchir de tout, d'aller sur tous les chemins, voyager, etc. Il est transportant, en fait. J'ai d'ailleurs été ravie de le trouver dans le livre de Zeno Bénu, j'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un livre que j'avais trouvé dans une librairie à Figeac, qui s'appelle Le Petit éloge du bleu. Vous comprendrez que j'ai une légère obsession pour la couleur bleue. C'est un petit peu obsessionnel, c'est vrai, je l'admets. Donc dans ce livre Petit éloge du bleu, il y a plein de chapitres, bleu Klein, bleu Van Gogh, bleu flamme, bleu orange, et quel plaisir de trouver le chapitre bleu Rimbaud, où il explique, il nous donne une lecture très personnelle et en même temps avec beaucoup de références littéraires et philosophiques de ce que représentait le bleu pour Rimbaud. Et je vous invite vraiment à aller lire ce livre. Je pense qu'on peut le trouver assez facilement en librairie. C'est un folio de vraiment pas beaucoup de pages, une centaine de pages à peine. Et il propose une très jolie lecture aussi. Voilà, si certains auditeurs ou auditrices ont envie d'aller plus loin après notre émission.
Donc voilà, aux férus de Bleu et aux férus de Rimbaud qui nous écoutent, je vous conseille, en plus des poèmes de Rimbaud, d'aller lire, je rappelle, Le Petit Éloge du Bleu de Zéno Bénu, que je vais appeler Z-E accent aigu N-O, plus loin, B-I-A-N-U, Bianu. Voilà. Bianu. C'est ça. Oui. Voilà, sensation. Merci. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Eh bien, avec ta présentation qui me donne une nouvelle lecture de ce poème, maintenant on va passer à la dictée. Donc Oui. je vais lire le poème. Ensuite, tu vas nous faire la dictée. D'ailleurs, je regarde si j'ai un crayon. Oui, j'ai bien un crayon pour pouvoir faire la dictée. Vous aussi, préparez-vous chez vous, stylo et crayon en main. Tout à fait. Ou allez le chercher dès maintenant, montez un peu le son pour m'entendre. Et vous avez encore quelques minutes, mais plus beaucoup. Je vous lis le texte ? Avec plaisir. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature. Heureux, comme avec une femme. Quelle belle interprétation. T'as Merci. trouvé ? Oui. Mais je l'aime beaucoup aussi ce poème et du coup, je vous avoue, j'ai un peu, je l'ai lu pas mal de fois ces derniers jours pour le mettre en bouche. Je préviens les personnes qui nous écoutent que je vais souvent dire à la ligne, puisque on va respecter la forme du poème, donc qui est de 2-4-1, 4 vers puis 4 vers. Libre à vous de passer à la ligne ou pas selon votre envie de retranscrire cette dictée. Et je m'attelle tout de suite à la lecture de la dictée. Sensation. À la ligne. Par les soirs bleus d'été, virgule. Par les soirs bleus d'été, virgule. J'irai dans les sentiers, virgule. J'irai dans les sentiers, virgule. À la ligne. Picoté par les blés, virgule. Picoté par les blés, virgule. Fouler l'herbe menue, 2 points. Fouler l'herbe menue, 2 points. À la ligne. Rêveur, virgule. J'en sentirai la fraîcheur. Rêveur, virgule. J'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Point. À la ligne. Je laisserai le vent. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Baigner ma tête nue. Point. On saute à la ligne pour le deuxième 4-1. Je ne parlerai pas, virgule. Je ne parlerai pas, virgule. Je ne penserai rien, 2 points. Je ne penserai rien, 2 points, à la ligne. Mais l'amour infini Mais l'amour
infini me montera dans l'âme, me montera dans l'âme, virgule, à la ligne, et j'irai loin, virgule, bien loin, virgule, et j'irai loin, virgule, bien loin, virgule, comme un bohémien, virgule. Comme un bohémien, virgule, à la ligne. Par la nature, virgule. Par la nature, virgule, tiré, heureux comme avec une femme. Heureux comme avec une femme. Point final. Il me semble que le tiret de ce poème s'appelle une incise. Ah, une incise. Oui. Ah, dis donc, tu m'apprends quelque chose, je savais pas du tout. Le problème, c'est que le texte là que je me suis recopié, en fait, les tirets, pour que vous puissiez le savoir, on refait la lecture juste après, mais les tirets dans les textes ont différentes tailles, si on regarde bien. Le tiret d'un dialogue n'est pas le même que le tiret justement d'une incise. Mais là, en fait, comme c'est des textes, enfin, c'est pas l'original que j'ai sous les yeux, évidemment. Je ne saurais dire si ça avait bien été recopié. Pour moi, ce serait une incise, c'est-à-dire qu'on insère quelque chose pour compléter le reste de la phrase. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré dire tiret. Je ne sais pas si en disant incise dans la dictée, les gens auraient compris. On aurait peut-être marqué incise. Ouais, voilà. Incise, heureux comme avec une femme. Exactement. Je reprends la dernière lecture de cette dictée pour que vous puissiez voir si vous n'avez rien oublié. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Merci beaucoup pour cette dictée et la relecture. Maintenant, nous allons passer à la partie orthographique, grammaticale, où tu vas nous donner quelques petits éléments de la langue française qui se trouvent dans ce texte. Donc voilà, le premier était celui du tiret, comme je disais, qui est un élément qui est assez pointu. Je pense qu'on n'est pas souvent à utiliser différentes tailles de tirets, mais c'est important à savoir. Je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que toi, déjà, Fabien, pendant que tu as fait la dictée, tu as eu des doutes sur certains mots ? Oui, j'ai eu des doutes. Alors bon, c'était, on va dire, d'une manière générale, assez simple. Enfin, j'ai pas eu de mots, vraiment, j'ai eu de gros doutes. Mais on va dire sur l'orthographe, il y a quelques « e » par-ci par-là, où je me suis dit, est-ce que je mets un E à la fin ou pas ? Non, mais, si vous avez bien écouté l'épisode de la dernière fois, Fabien n'aime pas les E à la fin des mots. Oui. Il cherche des règles pour pas avoir à les mettre. Voilà, c'est ça. Dans mon cursus scolaire au CM1, CM2, j'ai dû passer outre. Je devais pas être là. Enfin, je sais pas où j'étais à ce moment-là, des E. Donc voilà. Mais sinon, non, y a pas de grosses difficultés. Est-ce que quand même tu as des petites règles ? Déjà, pour préciser, c'était une toute petite dictée, la plus courte qu'on présente pour le moment. Elle faisait, je crois, 76 mots. C'est la question qu'on se posait sur le poème. Est-ce qu'on peut le faire en dictée ? Je suis curieuse, j'aimerais bien avoir vos retours, les auditeurs, auditrices qui ont fait la dictée. Qu'avez-vous pensé de ce format poème ? Est-ce que vous nous recommandez de le faire ? Est-ce que c'était agréable pour une dictée ?
Donc elle est assez courte et c'est vrai que les mots utilisés sont assez simples. J'ai pensé au mot fraîcheur où il ne faut pas oublier le petit accent circonflexe sur le i. Il n'y a pas de E à la fin. Non, il n'y a pas de E à la fin. Aussi sur sensation, le titre, je voulais qu'il y soit justement dans la dictée, puisque à la lecture du poème, on pourrait penser que sensation est au pluriel, puisqu'il évoque toutes sortes de sensations. Il est un moment picoté, on nous parle aussi du bleu des soirs d'été, on nous parle de l'amour qui monte. Il peut y avoir plusieurs sensations évoquées, c'est le cas. Et pourtant, Rimbaud a décidé de laisser sensation au singulier, comme pour en parler telle une unité, quelque chose qui se vit d'une seule traite, en quelque sorte. C'est comme ça que je l'interprète. Je crois que justement Zéno Bénu donne Bianu, je vais y arriver. Bianu donne une autre interprétation de ce titre. Voilà, donc pour les personnes qui ont fait la dictée, sensation est au singulier. Qu'est-ce qui est picoté par les blés ? J'irai dans les sentiers picotés par les blés. Pour moi, c'était lui qui est picoté par les blés lorsqu'il marche, mais on le sait qu'il marche. Les foulées, le mot foulée ne vient qu'après. Lui d'ailleurs, j'ai mis E. Non. Juste E. ER. Ah ouais. J'irais. En fait, il y a plein d'autres groupes nominaux. Entre j'irais, fouler l'herbe menue. Oui. Donc j'irais, tu sais, le verbe, pour savoir s'il est conjugué ou pas, tu mets par exemple un verbe du troisième groupe, vendre, j'irai vendre. Et donc fouler est à l'infinitif. Et oui, bien fouler, sûr. ER, l'herbe menue. Bien sûr. Voilà. Autre chose qui a son importance aussi dans l'interprétation du poème, tous les verbes cités, j'irai, je laisserai, j'en sentirai, je ne parlerai, je ne penserai, etc., sont au futur, et donc se terminant AI, ne laissant pas place au conditionnel, justement. C'est pour ça que ce poème est fort, il atteste de cela. Je le disais tout à l'heure, c'est une promesse qu'il fait, une promesse de fuguer, une promesse de fuir quelque chose. Ce n'est pas au conditionnel. Ça, c'est pour le côté interprétation, mais donc... dans l'écriture, il fallait bien mettre AI à chaque fois, qu'un verbe était conjugué et qu'on pouvait peut-être douter entre du conditionnel et du futur. Je crois que c'est tout par rapport aux petites corrections qu'on pouvait apporter. Ouais. J'ai envie de rajouter quelque chose parce que c'est une idée qui me vient là en tête avec ce que tu viens de dire, des promesses qui se fait pour le futur. Et la chose que tu as dit avant au niveau de sensation au singulier, peut être vue comme une unité. Et quand tu as dit cela, je me suis dit, une unité, effectivement, oui, comme si ce n'était qu'un. Mais j'ai aussi pensé cela comme une unité mathématique. C'est-à-dire que ça faisait échelle, si tu veux. Et qu'à l'intérieur, comme la métrique, on a des centimètres, etc., que là, Rimbaud se faisait une promesse d'une unité dans laquelle il crée sa propre échelle. Tu peux décliner, tu as des centimètres, des millimètres, des nanomètres, tout ce que tu veux, mais l'unité est là. Et comme si Rimbaud, dans ce poème, avait créé son unité et que qu'il ne pouvait pas sortir de ça, que sensation était tout. Oui, c'est une belle interprétation. Non, je trouve que c'est intéressant. Ça me fait aller plus loin, justement. Je rebondis sur ce que tu dis. J'espère qu'on ne vous perd pas, chers auditeurs et auditrices, mais c'est notre plaisir aussi de conjuguer nos pensées et nos visions. Justement, sur cette possibilité d'échelle, qui est donc différentes déclinaisons, est-ce que tu n'as pas l'impression que plus on lit, plus la sensation est forte, en fait ? Au début, il est picoté. Après, il se laisse baigner, puis quelque chose lui monte dans l'âme, et enfin, il est heureux, comme avec une femme. Comme si ça montait en crescendo, en fait, les sensations. Tout à fait. Ça, je trouve que ça va bien avec ton idée d'unité, avec différentes échelles, etc.
Ouais, tout à fait, c'est un poème qui va très crescendo et même à la lecture, quand j'essayais différentes interprétations, les 2 dernières lignes, je ne voyais pas autre chose que de monter un peu la voix, augmenter un peu le rythme et tout poser sur heureux comme avec une femme qui était le point de mire un petit peu, mais on n'y arrive pas n'importe comment. Il a donné les jalons pour y arriver à ce point et je sais pas si faudrait faire des micro-trottoirs pour savoir qu'est-ce qui rend le plus heureux les hommes. Peut-être les femmes, peut-être que c'est qu'un certain temps, peut-être que c'est des illusions d'adolescents. Oui, exactement. Voilà, j'espère que cette dictée vous a plu. Je vous recommande encore une fois le petit éloge du bleu de Zéno Bianu pour les personnes qui ont envie de se plonger dans le bleu comme j'aime le faire. Et puis les lectures de d'autres poèmes évidemment de Rimbaud. Pour conclure, j'avais envie aussi de donner une petite précision sur le déroulé de la saison de notre émission, donc la première saison de la nature, de conjuguer les plaisirs de la nature. Il nous enseigne donc au 5e épisode. Il en reste 3 à sortir sur cette saison. Et l'un de ces 3 épisodes restants sera présenté par 2 adolescentes qui viendront nous parler d'une œuvre qui les a marquées et qui parle aussi d'une manière ou d'une autre de la nature. Donc restez connectés si ça peut vous intéresser, vous ou vos enfants, ou dans votre entourage, si vous connaissez des personnes plus jeunes qui voudraient aussi profiter d'une petite dictée à leur niveau. Ils seront les bienvenus à cette prochaine écoute. Et la prochaine fois, ce sera des ados qui viendront dans cette saison, mais sachez que dans chaque saison, il y aura des jeunes qui viendront présenter des dictées. Donc n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux, les adresses mail qu'on vous communiquera, etc. Enfin, il y aura toutes les possibilités pour nous contacter. Si vous avez des enfants qui aiment ça, qui aiment les mots, la littérature, qui veulent faire leur dictée à eux, appelez-nous. Ce sera avec grand plaisir. Exactement, et c'est vraiment ouvert à tous les âges, en fait, à partir du moment où on peut lire et écrire, et encore, même dans une certaine mesure, c'est le bienvenu. Même des adolescents de lycée, etc., ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillerait pour découvrir aussi ce que lisent les jeunes. On parle comme des vieux. Oui. Et ce sera très intéressant, à coup sûr. Et on vous réserve encore plein d'autres surprises. Restez connectés à conjuguer les plaisirs. Merci beaucoup Clémence. Merci Fabien, merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt. À bientôt. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.